l'invité de la matinale. KTO Radio. Nous avons l'habitude, en tant que catholiques, de voir notre pape sillonner la planète à la rencontre des disciples du Christ dans le monde entier. Pourtant, ces voyages apostoliques n'ont pas toujours existé. Saviez-vous que Paul VI est le premier pape à s'être rendu hors d'Italie depuis Pie VII au XIXe siècle ? C'était il y a tout juste 60 ans, le 4 janvier 1964. Pour évoquer l'histoire de ces visites pastorales, mais aussi ce qu'ils disent des prises de position des papes, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Vous êtes journaliste accréditée permanente au Vatican et vous couvrez tous les déplacements du pape pour KTO. Avant de parler de ce premier voyage apostolique, historique à plus d'un égard, une question me vient spontanément. Pourquoi tous les papes, entre Paul VI et Pie VII, ne sont-ils pas sortis d'Italie ? Alors, les papes ne sont pas beaucoup sortis d'Italie depuis les premiers temps apostoliques jusqu'à Paul VI, pour une première raison qui me paraît assez simple, c'est que voyager ne l'était pas simple, justement. Et donc, en l'absence de moyens de transport, on n'envisage pas si simplement de parcourir la planète. D'autre part, il est probable que ce n'est pas ainsi qu'il concevait l'exercice du ministère pétrinien. Le pape, c'était d'abord le chef des États pontificaux, donc il avait un réel pouvoir temporel, variable au long des siècles, mais sur une portion de territoire. Il exerçait sa diplomatie à travers des émissaires, comme ça se faisait à l'époque, et il ne voyageait pas plus que les autres monarques d'une certaine manière. Donc c'est vraiment l'avènement des transports modernes et puis la compréhension aussi de la circulation de l'information qui a fait que les papes se sont mis à voyager. C'est aussi évidemment une intuition pastorale de Paul VI. Et donc c'est Paul VI qui a instauré, entre guillemets, ces voyages apostoliques hors d'Italie. Quelle était la destination de ce premier voyage ? Alors ce tout premier voyage historique, c'est la Terre Sainte, en quelque sorte le retour aux sources à Jérusalem. Le pape Paul VI va se rendre à la fois en Jordanie et en Israël, sur les lieux de l'Évangile. Et c'est véritablement un historique parce que en 1964, il y a déjà les moyens de la télévision, donc le monde entier va pouvoir suivre ce voyage. C'est un événement, le fait que le pape sorte de chez lui. C'est un événement qu'il aille en Terre Sainte, qui est déjà, vous le savez, une terre troublée à l'époque au plan politique. Et puis, on ne sait pas comment organiser des voyages du pape. Enfin, il faut se rendre compte de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal. Oui. Mais à l'époque, personne ne sait, un voyage du pape, comment ça se danse, oserais-je dire. Et donc, on se souvient, par exemple, de l'entrée de Paul VI à Jérusalem, dans un désordre absolument indescriptible. Il arrive à la porte de Damas, les barrages de police se rompent, et il y a une espèce de course à travers la ville d'un pape qui est très très mal protégé d'une foule extrêmement nombreuse. Le service d'ordre est débordé et lui, il a même rappelé combien ça a été à la fois très, très troublant et puis un moment évidemment d'émotion intense avec la célébration de la messe au Saint-Sépulcre. Voilà, je me suis senti, écrira Paul VI, étreint par l'émotion et les larmes à la Sainte Messe sur le Saint-Sépulcre lorsque j'ai prononcé les paroles de la consécration et adoré la présence sacramentelle du Christ là où le Christ consomma son sacrifice. Donc c'est historique, c'est le pape, le successeur de Saint-Pierre qui revient sur les lieux mêmes de l'Évangile. Autre moment fort de ce pèlerinage, parce qu'il a appelé lui-même ce voyage apostolique un pèlerinage, c'est la rencontre et l'étreinte entre le Saint-Père et le patriarche d'Istanbul, le chef de l'église orthodoxe de l'Est. Là aussi, cette rencontre a marqué l'histoire et entamé le retour des relations entre les catholiques et les orthodoxes. Oui, alors le retour, en tout cas, une étape majeure et un signe très fort donné à l'ensemble de la chrétienté. Dans la suite du Concile Vatican II, évidemment, et de sa réflexion sur l'écuménisme. Mais justement, il y a l'écuménisme des théologiens, il y a les décisions pastorales que peut prendre l'Église pour dire c'est important qu'on se rapproche, qu'on dialogue parce que c'est la volonté du Christ. Mais il y a aussi le fait humain incarné de montrer ces deux hommes qui se rencontrent. Et alors, Paul VI, au fond, je crois qu'il ne savait pas très bien, la rencontre n'était pas scénographiée, et c'est Athénagoras qui prend l'initiative de s'approcher de lui
et de déclencher cette accolade dont quasiment tout le monde a vu la photo, qui parle mieux que 10 000 livres, évidemment. Et Paul VI, là encore, le raconte. Il est venu à ma rencontre et a voulu m'embrasser comme on embrasse un frère. Il a voulu me serrer la main et me conduire lui-même dans la salle où devaient s'échanger quelques mots pour dire « Nous devons nous entendre, nous devons faire la paix, faire voir au monde que nous sommes redevenus frères ». Donc voilà, cette image-là, ça dit aussi quelque chose de la nature d'un voyage du pape. C'est une catéchèse en images. Et ce choix de Paul VI témoigne-t-il de l'ouverture de Rome à tous les chrétiens dans la continuité réformatrice du Concile Vatican II ? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, c'est une manière de mettre en image ce que le Concile avait mis en mots. Et donc, ça envoie un signal. Et ça envoie un signal pas seulement à l'Église catholique, ça envoie aussi un signal aux églises sœurs du monde chrétien pour dire, voilà, nous sommes frères, nous devons être capables de nous embrasser et de continuer le chemin, au moins en nous tenant la main. Donc, bien sûr, comme dans la plupart des voyages, il y a dans le pèlerinage de Paul VI en Terre Sainte un message. Paul VI a inauguré la tradition des papes voyageurs. Tous les papes après, lui, réaliseront des voyages apostoliques hors d'Italie. Peut-on analyser le choix des destinations des papes au regard de leurs engagements ? Après ce premier pèlerinage, en fait, Paul VI, il va approfondir cette intuition pastorale. Et donc, progressivement, les pèlerinages vont devenir des voyages apostoliques. Ça veut dire qu'on assume qu'il y a une dimension diplomatique, géopolitique dans ces voyages. Le deuxième voyage de Paul VI, ce sera à New York pour prononcer un discours devant l'Assemblée des Nations Unies. Un discours qui fera date, vous savez, où il dit « jamais plus la guerre » devant l'Assemblée de l'ONU. Et puis, il y aura d'autres déplacements, Portugal, Turquie, Colombie, Genève, l'Ouganda, et même une tournée en Asie et en Océanie en 1970, où il sera victime d'une attaque à Manille. Il sera blessé par un coup de couteau, dont il se remettra très bien, c'est des blessures très superficielles. Mais donc, on voit que Paul VI initie là une logique de rencontre avec le monde dans des pays qui ne sont pas forcément des pays à majorité catholique, mais dans lesquels il va à la rencontre soit d'interlocuteurs internationaux, soit évidemment des fidèles de l'Église. Ensuite, il va arrêter de se déplacer. Les 8 dernières années de son pontificat, Paul VI ne quittera pas l'Italie, mais il se rendra dans de nombreuses autres localités de l'Italie. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 types de voyages du pape. Il y a les voyages du pape hors d'Italie, c'est la terminologie officielle du Vatican, et puis il y a les voyages du pape en Italie. Alors, le pape, il est à Rome, il visite les paroisses de Rome régulièrement, et c'est ce qu'ont fait tous les derniers papes, mais il visite aussi les autres diocèses italiens avec lesquels il y a une proximité toute particulière, et là aussi, c'est des visites pontificales qui se passent dans les différents diocèses de l'Italie. Alors, parlons maintenant du successeur de Paul VI, Jean-Paul II. Jean-Paul II qui a réalisé 104 visites pastorales à l'étranger. Il a même visité 127 pays, le chiffre est impressionnant. Comment comprendre cette multitude de déplacements de Jean-Paul II ? Ouais, le pape pèlerin, le pape missionnaire, 3 fois la distance de la Terre à la Lune dans ses voyages. 28 fois le tour de la Terre, c'est vous dire, c'est pas mal quand même. Oui. Alors, Jean-Paul II, il va incorporer des nouvelles dimensions dans ses voyages. On l'appellera, selon les époques et selon les destinations, le pèlerin de la paix. Il viendra aussi porter le message du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, de la liberté religieuse dans des pays qui sont parfois très hostiles. On se souvient de sa visite au Mexique, par exemple, dans une situation tendue, et en rencontrant systématiquement les autorités civiles, et notamment les chefs d'État, y compris des chefs d'État très hostiles à l'Église catholique. Donc chez Jean-Paul II, c'est vraiment une des caractéristiques nombreuses de son long pontificat. Le plus long voyage de Jean-Paul II, c'était Cuba et les États-Unis en 2015, avec 10 jours de déplacement. Et on imagine que... Pardon, c'est le plus long voyage du pape François. Je vous dis n'importe quoi. Le plus long voyage de Jean-Paul II, c'était quasiment 3 semaines. Et on imagine que tous ces voyages sont particulièrement éprouvants, notamment pour la santé des papes. Alors oui, c'est très fatigant parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que dans une journée, et ça, ce sera variable d'un pape à l'autre, une journée de voyage de Jean-Paul II, il pouvait y avoir jusqu'à 8 discours officiels. Ça veut dire 8 occasions de rencontre avec des types de publics différents où il faut assumer une parole publique, il faut prendre le risque de la langue qui dérape, comme vient de le faire la mienne il y a quelques instants. On dit une bêtise, mais quand on est pape et qu'on est en mondovision, ça a d'autres conséquences. Donc c'est extrêmement éprouvant, et en même temps, on a observé chez tous les papes
que c'est aussi un lieu où ils reçoivent de l'énergie parce qu'ils rencontrent des foules, ils rencontrent des jeunes, ils rencontrent des gens qui les attendent, qui veulent prier avec eux, car le pape, ce n'est pas seulement un messager politique, il vient aussi conforter les fidèles catholiques dans leur foi et les encourager parfois dans des situations difficiles, et ça leur donne de l'énergie. Son successeur, le successeur de Jean-Paul II, Benoît XVI, n'a réalisé que 25 voyages apostoliques, que 25, on peut le dire comme ça. Il faut dire que son pontificat a aussi duré moins longtemps. Et élément intéressant, il ne s'est jamais rendu en Asie, mais 3 fois en Espagne, par exemple. On classe souvent Benoît XVI comme un pape conservateur, tourné surtout vers les racines occidentales du catholicisme. En est-ce la preuve ? Alors, moi, je m'inscris en faux contre cette lecture, pardon, Maxence, pas du tout. Pas du tout. Les voyages en Afrique, par exemple, ou au Moyen-Orient de Benoît XVI ont été extrêmement importants. C'est vrai qu'il a moins voyagé, c'est vrai sans doute qu'il avait aussi moins spontanément le contact avec les foules que Jean-Paul II, moins d'appétence pour les grands événements. On se souvient combien il était un peu perdu aux JMJ de Cologne, qui ont été son premier voyage juste après son élection, qui avait été écrite pour Jean-Paul II, et il se trouvait seul et frêle au milieu de cette grande scène, très loin de la foule des jeunes. Et en même temps, il a pris la main, parce que c'est là qu'il a instauré le temps d'adoration en silence des jeunes, et c'était très impressionnant. Donc il y aura toutes les JMJ, il y aura quand même en Océanie aussi, les JMJ de Sydney, c'est pas tout près. Et puis les voyages de Benoît XVI, en fait, ce qu'il en reste, c'est que c'était l'occasion de très très grands discours, parfois problématiques, comme celui de Ratisbonne, par leur interprétation, par les polémiques qui s'en sont suivies, mais des discours qui restent valides aujourd'hui, par exemple sur la philosophie politique, celui du voyage en République tchèque en 2009 ou au Royaume-Uni en 2010, restent des monuments. Puis le tout dernier voyage au Liban, évidemment, personne là-bas ne l'a oublié. Et un mot sur le pape actuel, le pape François. Il s'est attaché notamment à voyager dans ce que lui-même appelle les périphéries géographiques. C'est ce qu'il a voulu montrer en allant dans des pays qui étaient parfois surprenants, comme le Kazakhstan, son attachement pour les chrétiens à la périphérie de l'Église. Oui, le pape François ne visite pas les grands pays catholiques, ou en tout cas très peu. Il aime bien aller dans des pays qui n'ont jamais été visités par un pape. Il l'a fait 6 fois déjà, avec la Birmanie, la Macédoine du Nord, les Émirats arabes unis, l'Irak, Bahreïn, le Soudan du Sud. Donc oui, le Kazakhstan, Jean-Paul II y était allé, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était pas une première. Mais le pape François, vous savez, ses voyages, comme en ce moment, ils sont sujets depuis plusieurs années à des variations en fonction de son état de santé, de sa capacité à se mouvoir. Et en même temps, quand on l'a interrogé dans l'avion en lui disant « Mais est-ce que vous allez continuer les voyages ?» C'était l'année dernière. Il a dit « Mais ça fait partie du travail du pape aujourd'hui. » Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le pape a conscience que non seulement aller à la rencontre des églises particulières pour les encourager, à la rencontre des dirigeants pour établir un dialogue d'homme à homme, mais aussi tout l'impact qu'a la retransmission mondiale de ces voyages pour mettre l'accent sur tel ou tel sujet en particulier. Eh bien, aujourd'hui, ça fait partie du job du pape, et c'est pourquoi, malgré la fatigue, malgré les problèmes de santé, les papes ne renoncent pas à voyager. Alors François, en ce moment-là, on sait qu'il a dû annuler sa visite à Bahreïn à l'automne, mais il a annoncé il y a quelques jours, dans un passage à la télévision italienne, qu'un voyage en Polynésie pour l'été prochain, et puis probablement un voyage en Argentine, son pays natal où il n'est jamais retourné depuis 2013, qui devrait avoir lieu à la fin de l'année 2024. Merci Philippine de Saint-Pierre d'être passée dans les studios de KTO pour nous parler des voyages apostoliques des papes. Je rappelle que vous êtes journaliste accréditée permanente au Vatican. Bonne journée à vous. Bonne journée.